Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Ludonote, les mondes du jeu vidéo. Durant nos précédents cours, on s'est intéressé à l'histoire du jeu vidéo, on s'est intéressé à l'industrie propre au jeu vidéo avec les différents métiers, on s'est intéressé à la psychologie du joueur et enfin on va pouvoir s'intéresser aux grandes théories du game design. Tout d'abord une petite introduction. Rappelons une définition qui peut être un peu simple. Le game design est une discipline qui structure l'expérience ludique via la conception de systèmes, de mécaniques et de règles. C'est fondé sur des principes systémiques. Le game design intègre ainsi des dimensions mathématiques, comportementales et interactives. L'objectif ici est de modéliser des interactions optimisées pour maximiser l'engagement joueur. Quels sont les cadres fondamentaux du game design? D'abord en termes systémiques, chaque élément du jeu est conçu comme une partie d'un écosystème interconnecté. En termes de centricité sur le joueur, le design est orienté autour des réponses psychologiques et émotionnelles des joueurs. En termes de modularité, les systèmes doivent pouvoir évoluer sans rupture de cohérence. Et en termes de testabilité, les théories guident le processus de prototypage et de validation. Quelques typologies de théories de game design. Il y a des théories comportementales qui analysent comment les joueurs réagissent au système, par exemple la théorie du flux qu'on verra par la suite. On parle aussi de flow théorie en anglais. Les théories systémiques qui décrivent l'interconnexion des éléments mécaniques et narratifs, des théories structurelles qui examinent la progression, la modularité et les transitions dans le gameplay, et des théories expérientielles axées sur l'émotion et l'impact utilisateur, on en verra par la suite, telles que l'agency ou l'immersion. On va parler tout d'abord des fondations du game design. En termes de technique, on parle aussi de MDA Framework pour Mechanics, Dynamics et Aesthetics. C'est une technique pour concevoir et pour comprendre un jeu, qu'il soit un jeu vidéo ou un jeu tout court, de type papier. Donc les mécaniques. Les mécaniques ici, notre but, ça va être de définir les règles et les systèmes fondamentaux, par exemple sauter, tirer, etc. Les mécaniques sont les éléments concrets que le joueur manipule. Elles structurent les possibilités d'interaction avec le jeu. En termes de dynamique, c'est d'étudier les comportements émergents issus des mécaniques. Par exemple, combinaison imprévue d'actions. Ces dynamiques influencent la manière dont les joueurs expérimentent le gameplay. En termes d'esthétique, c'est le focus sur l'expérience émotionnelle du joueur, par exemple l'émerveillement, la tension, etc. Il faut qu'il y ait un alignement des émotions avec les mécaniques pour une immersion optimale. Notre petit dessin résume ce qu'on vient de voir. La technique des 3C est aussi fondamentale pour concevoir et pour définir un jeu avant même de l'avoir créé. On parle aussi de la technique des 3C, c'est-à-dire définir la caméra, les contrôles et le caractère, donc le personnage. La caméra, ce sont les types de caméras qu'on peut utiliser dans un jeu vidéo, une caméra de type fixe, une caméra dynamique, une caméra subjective, et leur rôle dans la compréhension de l'espace du jeu. Par exemple, Resident Evil utilise des caméras fixes pour augmenter la tension. En termes de contrôle, c'est l'importance de la réactivité et du timing des contrôles. On peut aussi parler de est-ce que on va utiliser un clavier, une manette, évidemment l'input va être très important dans l'expérience. Et c'est aussi la combinaison des touches. Un input delay peut ruiner l'expérience. On peut avoir en tête un combat de précision dans le jeu Sekiro. En termes de caractère, quel personnage incarne-t-on? L'avatar du joueur ici doit refléter ses actions de manière fluide. Le design du personnage influence la relation joueur-avatar. On peut penser à Kratos dans God of War. Boucle de gameplay, c'est un concept évidemment central dans le game design. Une boucle de gameplay, c'est une séquence d'actions répétées qui renforce la progression, par exemple collecter, améliorer et vaincre. Elles permettent au joueur de visualiser sa montée en puissance, ce qu'on voit sur la droite. En termes de structuration, il y a des boucles principales qui vont être liées à la progression et des boucles secondaires, par exemple liées à l'exploration. Dans Zelda Breath of the Wild, il y a un mélange d'exploration libre et de progression guidée. En termes de récompense, il y a un lien direct entre effort et gratification pour maintenir l'engagement. Les récompenses tangibles, les objets, et intangibles, une maîtrise accrue. Le game feel. On verra qu'il y a beaucoup de terminologie anglaise parce que c'est eux qui sont aujourd'hui leaders dans les grandes théories du game design. Donc on essaiera de les comprendre
malgré le fait qu'il soit exprimé en anglais. Donc le game feel, c'est l'impact émotionnel. C'est ressentir les actions grâce à des retours immédiats, les feedbacks visuels, auditifs et haptiques. Par exemple, le dash dans Select, on voit à droite, qui donne une satisfaction kinesthésique. C'est la fluidité des contrôles, les précisions et la prévisibilité des actions. Par exemple, éviter les mouvements flottants ou imprécis dans Assassin's Creed Unity ou Hollow Knight. C'est l'immersion sensorielle, l'intégration des vibrations, des effets sonores et des animations convaincantes. Par exemple, les vibrations dans Forza Horizon. Le pacing, on parle aussi de rythme en français. Dans une structure narrative, il faut alterner les moments d'action, l'exploration et la narration. Par exemple, dans The Last of Us, il y a un rythme émotionnel fort entre des zones très intenses et des zones un peu plus contemplatives. Par rapport au rythme ludique, évitez la monotonie en variant les défis et la difficulté. Espacer les combats avec des puzzles ou des moments de calme. Il faut jouer sur ce rythme-là pour éviter toute monotonie et éviter évidemment tout ennui. L'idée est de réussir à faire en sorte que le joueur soit tout le temps immergé dans son jeu. En termes de timing optimal, c'est la durée idéale d'une séquence ou d'une session de jeu. Par exemple, les boss fights dans Dark Souls interviennent après une montée en tension. On peut voir sur l'image à droite une session d'énigmes dans God of War avant une session de combat. L'agency et l'autonomie. L'agency est vraiment un concept clé. Donc l'agency, on parle aussi d'impact, l'impact du joueur dans un jeu. C'est donner des choix significatifs qui influencent le monde ou la narration. Par exemple, les décisions dans The Walking Dead par Telltale, où on voit une image à droite. On choisit le dialogue qu'on souhaite. Il y a aussi l'autonomie, on parle aussi de liberté. C'est permettre aux joueurs de se déplacer ou d'explorer librement sans impact majeur. Par exemple, l'exploration libre dans Skyrim. L'idée pour nous, de trouver un équilibre des deux, guider subtilement les joueurs tout en leur laissant une impression de contrôle total. Le game grammar ou la grammaire du jeu. D'abord, il s'agit de décomposer les actions, identifier les éléments fondamentaux d'un gameplay, l'action, la réaction, les conséquences. Par exemple, sauter, action, animation du saut, réaction, atteindre une plateforme, quelle est la conséquence une fois qu'on a atteint la plateforme. L'optimisation des interactions, supprimer les éléments inutiles pour fluidifier l'expérience. Par exemple, dans Journey, il y a une simplification des commandes qui permettent d'immerger encore plus le joueur. En termes d'application pratique, construire des jeux à partir de blocs modulaires, clairement définis, peut être une idée. Les types de joueurs, on en a déjà discuté. On a vu 4 grands types. Les explorateurs, qui cherchent la découverte et l'exploration. On peut avoir en tête le jeu No Man's Sky. Les accomplisseurs, qui font un focus sur les défis et la collection. Par exemple, dans World of Warcraft, qui attire les collectionneurs avec ses quêtes multiples. On a les socialisateurs, qui cherchent l'interaction humaine, par exemple dans Among Us. Et les tueurs, qui sont en recherche de compétition, par exemple League of Legends. Les jeux de type sandbox et les jeux de type theme park. Les jeux de type sandbox donnent aux joueurs un maximum de liberté et d'outils. Par exemple Minecraft, où les joueurs créent leur propre expérience. Les jeux de type theme park proposent des parcours guidés et des événements scénarisés. Par exemple Uncharted, on peut voir les deux en haut Minecraft et en bas Uncharted, qui proposent des séquences linéaires, spectaculaires et cinématographiques. On peut évidemment réfléchir aux deux, avoir un mélange des deux, un mélange hybride, pour maximiser la diversité. Par exemple, on peut penser à Horizon Zero Dawn. Avoir une correspondance des inputs et des outputs, c'est-à-dire avoir une clarté des inputs, les commandes doivent être intuitives, exemple glisser-déposer dans The Sims, on peut le voir à droite. Avoir un feedback immédiat, un retour visuel et sonore pour valider une action, par exemple des sons distincts pour chaque type d'interaction dans Zelda Breath of the Wild, et une cohérence des résultats, des actions logiques et des résultats attendus. Attention à un problème, si une action semble produire des résultats aléatoires, ça peut être très problématique pour le joueur. Gérer les notions de complexité et de profondeur. Éviter par exemple une complexité inutile, éviter les règles et les interactions superflues qui noient le joueur. Par exemple, des mauvais tutoriels ou des menus mal organisés. En termes de profondeur, c'est là où on cherchera plutôt une profondeur de type utile. Construire des systèmes riches avec peu d'éléments. Si on a en tête le jeu d'échecs, en anglais chess, les jeux d'échecs ont des règles simples, mais il y a une complexité pour chaque partie et chaque partie devient unique. Pourtant, les règles sont assez simples. Chercher un équilibre, ajouter des interactions significatives sans surcharger. On peut avoir en tête, comme on le voit sur l'image à droite, le jeu Hades, qui est plutôt un beau modèle dans ce sens-là.
Avoir un équilibrage du jeu. Tout d'abord, un équilibrage interne. Assurer que toutes les mécaniques sont bien viables et utiles. Par exemple, équilibrer les classes dans Overwatch pour éviter des méta justement dominantes. Avoir un équilibrage externe. Adapter la difficulté en fonction du niveau des compétences des joueurs. Par exemple, on peut penser au système de matchmaking dans League of Legends qui va donner à chaque joueur un autre joueur qui a les mêmes compétences. Avoir des sessions de tests et d'itération, utiliser des tests joueurs pour identifier les déséquilibres et les corriger. On l'a vu dans les sessions de type QA. Ajuster les valeurs comme les outils d'unité ou le temps de recharge. Réfléchir en termes de boucle de rejouabilité. Il y a une variabilité des expériences, proposer des contenus aléatoires ou des événements uniques, par exemple la génération procédurale dans Hades. Avoir des défis évolutifs, introduire des modes ou des niveaux supplémentaires après la première fin. Par exemple, les modes New Game Plus, qu'on retrouve dans plus en plus de jeux, notamment Dark Souls. Avoir des récits à embranchement, offrir des choix impactant les fins possibles pour inciter à rejouer. Par exemple, les dialogues et les quêtes influencés par les choix de The Witcher 3. On peut tomber sur une fin ou sur une autre. Sur les indicateurs visuels, utiliser des indicateurs visuels, afficher clairement la santé, le score ou les objectifs. Par exemple, la jauge de santé et stamina dans Elden Ring. Avoir une interface, pourquoi pas minimaliste, réduire le HUD, donc le Head Up Display, qui nous permet d'afficher les informations sur l'écran, pour ne pas encombrer l'écran. On peut avoir en tête Ghost of Tsushima qu'on voit à droite, qui utilise une interface très épurée. Vous voyez sur la droite, le vent ici est utilisé comme boussole. L'interface est ainsi minimaliste, ce qui amplifie l'immersion. Avoir un retour contextuel, intégrer les informations directement dans le monde du jeu, par exemple les changements de posture des ennemis signalant leur état dans Sekiro. Quel type de progression? Tout d'abord, il y a des progressions de type linéaire, suivant un chemin fixe avec des étapes bien définies, par exemple des missions séquentielles dans The Last of Us. Avoir une progression modulaire, laisser le joueur choisir l'ordre de ses objectifs, par exemple Megaman qui permet de choisir les niveaux dans l'ordre désiré. Avoir une progression ouverte, une liberté totale, sans chemin prédéfini, par exemple, évidemment, on peut penser à Breath of the Wild. Pensez à l'espace négatif, c'est-à-dire, tout d'abord, en termes de création de pause, intégrer des moments sans action, comme on l'a dit tout à l'heure dans la partie pacing, pour amplifier les moments clés. On peut avoir les moments de calme dans Shadow of the Colossus, comme on voit sur l'image à droite. Et pensez à l'espace négatif en termes de structuration spatiale, utiliser des zones vides pour diriger l'attention du joueur. Par exemple, des vastes plaines avant une confrontation majeure. Tout cela va permettre de créer un contraste émotionnel, amplifier les pics d'intensité en opposant des moments de calme. Évidemment, définir des objectifs clairs, ça c'est plus qu'important. Avoir des objectifs explicites, fournir des indications claires pour éviter la frustration, par exemple des marqueurs de quête dans Assassin's Creed comme on voit sur l'image à droite. Avoir des objectifs implicites, laisser le joueur découvrir par lui-même certains éléments. On peut avoir les puzzles environnementaux dans Portal, ou pourquoi pas aussi The Witness. Avoir une communication visuelle, utiliser des indices visuels ou sonores pour guider le joueur. Par exemple, les lumières dans les couloirs de Dead Space. Avoir une progression sans répétition, parce que l'idée évidemment c'est que le joueur ne s'ennuie jamais. Varier les défis, alterner combat, énigmes et exploration pour éviter la monotonie. Par exemple les quêtes dans The Witcher 3 qui mélangent narration et gameplay. Avoir une diversité des environnements, proposer des zones visuellement et mécaniquement distinctes, par exemple les changements de biome dans Hollow Knight. Avoir des évolutions de mécanique, introduire des nouvelles capacités ou ennemis régulièrement, par exemple les acquisitions d'armes dans Metroid. La difficulté, on le verra, elle va être fondamentale, avoir une difficulté progressive. Ça va être très important pour gérer la frustration de chaque joueur. Avoir une adaptation dynamique, ajuster les défis en fonction des performances de joueurs, par exemple Resident Evil 4 ajuste la difficulté en fonction des tirs réussis. Avoir une courbe de difficulté progressive, introduire graduellement des mécaniques complexes, par exemple les tutoriels intégrés dans Celeste. Le choix de niveau de difficulté, offrir plusieurs options pour correspondre à différents types de joueurs, ça dès le début, ou pourquoi pas avoir une difficulté progressive. Si jamais c'est trop dur, on peut proposer aux joueurs de changer de difficulté pour pouvoir avancer. Pensez en termes des game economic design. Avoir des systèmes d'économie fermés avec une gestion de ressources limitées, par exemple la collecte et l'utilisation d'armes dans Dark Souls. Avoir une économie à deux devises, on en reparlera dans un prochain cours, proposer des ressources gratuites et premium, on parlera aussi de soft et de hard currency. Penser en termes de risque et de récompense, forcer le joueur à faire des choix stratégiques sur l'utilisation de ses ressources, par exemple la gestion des élixirs rares dans les RPG classiques.
En termes de courbe de puissance, avoir une croissance contrôlée, donner aux joueurs des améliorations significatives mais équilibrées, par exemple un système de montée en niveau dans Skyrim qu'on voit sur la droite. Avoir des phases de plateau, introduire des moments où la puissance stagne pour éviter la surpuissance trop rapidement. Par exemple le green obligatoire pour certains boss dans Final Fantasy. Et avoir un équilibrage contre les ennemis, ajuster les forces ennemies en conséquence pour maintenir le défi. Ça, on en reparlera plus précisément à de nombreuses reprises sur la théorie du flux. En termes d'affordance, l'affordance est un concept qui vient à l'origine de l'UX design. L'affordance, c'est la clarté des interactions. À chaque fois qu'on va avoir une interaction, il faut que ça soit clair à quoi va correspondre cette interaction. Pour faire une petite parenthèse, l'affordance dans le design, c'est faire en sorte que quand vous concevez un objet, cet objet fait comprendre directement à quoi et comment on va pouvoir s'en servir. Voilà. Par exemple, une tasse de thé, on peut la tenir par un endroit, par la main droite, on comprend qu'on peut verser de l'eau chaude, on comprend mieux à quoi elle va servir. Voilà. C'est un peu la même idée sur l'affordance dans le design, surtout le game design. Donc, ici, c'est d'avoir une conception intuitive des objets et des éléments interactifs. Par exemple, les poignées rouges dans Uncharted, qui indiquent les prises d'escalade, on le voit à droite, où on va colorier certaines zones pour comprendre que sur ces zones-là, vous pouvez interagir, vous pouvez grimper, etc. Avoir un design non verbal, permettre aux joueurs de deviner les fonctionnalités sans tutoriel. Par exemple, dans Super Mario Bros, on enseigne les sauts dès les premiers obstacles. Éliminer toute forme de distraction, simplifier les visuels pour que les interactions soient évidentes. En termes de chance et de compétences, avoir un équilibre entre chance et compétences, pensez encore une fois aux théories liées aussi à Roger Caillois avec Agon, Ilinx, etc. Offrir des opportunités stratégiques tout en intégrant de l'aléatoire, par exemple le lancer de dés dans Donjons et Dragons. Le rôle du hasard, ajouter de la rejouabilité et éviter la prévisibilité, avec des cartes aléatoires par exemple dans Hearthstone. Et la maîtrise des joueurs, offrir des moyens de mitiger les impacts du hasard, choix des cartes dans Slay the Spire. Réfléchir à l'expérience et à l'engagement des joueurs. D'abord, la propriété psychologique, c'est-à-dire donner une certaine forme de personnalisation visuelle, permettre aux joueurs de modifier l'apparence de leur personnage ou leur équipement, par exemple les skins dans Fortnite, la création de personnages dans les Sims, avoir un développement progressif, donner un contrôle progressif sur l'évolution du personnage ou du monde, la plantation et la décoration dans Animal Crossing, avoir une propriété symbolique, c'est-à-dire offrir des éléments uniques ou rares pour augmenter l'attachement émotionnel, par exemple les objets exclusifs dans World of Warcraft. Théorie de l'évasion. Créer des mondes immersifs. L'idée est d'offrir des environnements visuellement riches et engageants, par exemple les paysages majestueux de Skyrim. Avoir une narration captivante, proposer des récits profonds pour détourner l'attention du quotidien. Pensez aussi en termes de cercle magique de Huizenga, par exemple les intrigues très bien écrites de The Witcher 3. Avoir des expériences alternatives, donner l'occasion de vivre des expériences impossibles dans la réalité, par exemple piloter des vaisseaux spatiaux dans un univers infini dans No Man's Sky, comme on le voit sur la droite. Sur les mécaniques temporelles, avoir des cycles temporels, utiliser des boucles pour encourager l'optimisation et l'apprentissage. On peut penser à la boucle de 3 jours dans Majora's Mask qu'on voit sur la droite. Utiliser des temps limités, instaurer une contrainte de temps pour créer de la tension, par exemple un chrono pour les bombes dans Counter-Strike. Avoir une gestion stratégique, permettre aux joueurs de manipuler ou de ralentir le temps. Par exemple, évidemment le plus connu, ce sont les pouvoirs temporels dans Prince of Persia, ou pourquoi pas Max Payne, voire Red Dead Redemption. L'incentive design, qu'est-ce que ça signifie? C'est d'avoir des récompenses mesurées, proposer des gratifications proportionnelles aux défis surmontés. On peut avoir en tête les pièces et les power-ups dans Mario Kart qu'on voit sur la droite. Avoir des récompenses inattendues, introduire des surprises pour maintenir l'engagement, avec le loot aléatoire dans Diablo par exemple, et avoir un équilibre entre défis et gains, éviter que les récompenses ne rendent le jeu trop facile. Et par exemple, on peut avoir dans Dark Souls un équipement rare mais équilibré. Pensez en termes de psychologie comportementale. On peut avoir en tête le renforcement positif, encourager les comportements souhaités avec des récompenses fréquentes, par exemple les quêtes journalières dans Genshin Impact. Avoir un conditionnement opérant, créer des boucles de récompenses intermittentes pour maintenir l'intérêt, les caisses de loot dans Overwatch. Pensez à l'effet Zeigarnik, qui est un effet d'étude comportementale, qui permet de montrer que laisser des tâches inachevées pour inciter le joueur à revenir, dans le sens où un joueur va
va penser très souvent au fait qu'il n'a pas fini une quête et va vouloir d'autant plus revenir au jeu s'il pense qu'il n'a pas tout fini sur une quête précise. C'est ce que montre l'image de droite. Avoir des mécaniques évolutives, une progression des outils, par exemple ajouter des nouvelles compétences ou équipements, les grappins dans Zelda Ocarina of Time par exemple, ou les autres Zelda, une évolution des ennemis avec des boss adaptatifs par exemple dans Hades, ou une transformation des règles, modifier les conditions pour surprendre le joueur, un changement de perspective par exemple dans Super Mario Odyssey. Penser aux boucles psychologiques du joueur, avoir un effet d'objectif proche, augmenter la motivation en montrant la proximité des récompenses, par exemple la barre d'XP dans World of Warcraft, avoir des boucles courtes et longues combiner des gratifications rapides et des objectifs à long terme, par exemple les progressions des personnages et des guildes dans Final Fantasy IV, et créer du suspense et une résolution, maintenir l'intention avec des incertitudes captivantes, par exemple les cliffhangers entre missions dans Mass Effect. Pensez aussi, on en a déjà un peu parlé par rapport aux biais comportementaux et biais psychologiques. On peut parler d'un des biais qui est l'aversion à la perte, c'est-à-dire que la douleur liée à la perte est toujours plus grande que le plaisir lié au gain, comme on le voit sur le dessin à droite. Et ici, faire des risques calculés, proposer des choix où le joueur peut tout perdre, par exemple les âmes laissées sur le sol dans Dark Souls, avoir une mécanique de sauvegarde, introduire des moyens pour minimiser les pertes, par exemple les élixirs de réanimation dans Sekiro, et créer une tension psychologique, c'est-à-dire des moments où chaque action peut avoir des conséquences graves. En termes de rareté et d'abondance, créer des objets rares, proposer des ressources limitées pour renforcer leur valeur perçue, les potions dans les roguelikes par exemple, gérer l'abondance, éviter de saturer le joueur avec des récompenses inutiles, par exemple la gestion d'équipements dans Horizon Zero Dawn, et avoir une oscillation entre rareté et surplus, jouer sur ces contrastes pour rythmer le gameplay. La théorie de la charge cognitive. L'idée ici, d'avoir un apprentissage progressif, introduire une difficulté graduelle pour éviter l'effet de surcharge. L'idée est d'éviter, on a une attention limitée, si on donne trop d'informations à un joueur, on risque de créer plus de confusion que de clarté. Avoir une clarté visuelle, justement, limiter la distraction pour focaliser l'attention, une HUD minimaliste par exemple dans Journey, et avoir des informations en contexte, ne présenter que ce qui est pertinent à un moment donné. On arrive enfin à cette fameuse théorie du canal du flow, qui est ici la recherche d'un équilibre entre défis et compétences. Alors on va tout d'abord s'intéresser au dessin de droite et après on va revenir aux définitions. Donc vous voyez sur le dessin de droite, c'est un graphique qui mesure sur l'axe vertical le défi. En bas c'est un défi faible et plus on va vers le haut, plus c'est un défi complexe. Et en bas, sur l'axe horizontal, on voit les compétences, c'est-à-dire qu'au début on a besoin d'aucune compétence et après les compétences demandées deviennent de plus en plus compliquées. L'idée ici, s'il faut imaginer à l'envers, c'est qu'est-ce qui se passe si je donne directement un défi qui est un challenge qui est très complexe pour le joueur, soit qu'il ait pu acquérir les compétences, on va provoquer chez lui un sentiment d'anxiété, de frustration, voire de colère, qui va faire en sorte qu'au bout d'un moment, il va se dire je ne veux plus jouer à ce jeu-là. Et nous, en tant que game designer, c'est ce qu'on souhaite éviter. Donc, en l'occurrence, il faudra équilibrer cette notion de difficulté, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire d'oser faire une progressivité sur la difficulté et rendre la difficulté justement progressive. Et par rapport à ça, justement, il faut introduire des mécaniques où on apprend au fur et à mesure aux joueurs des nouvelles compétences qui lui permettent de relever les défis de plus en plus complexes. De l'autre côté, si on regarde vers le bas, si on regarde des défis qui sont très faibles et qui sont qu'on peut facilement résoudre, ça va provoquer de l'ennui, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient trop facile pour le joueur et ça provoque ainsi de l'ennui. Donc l'idée, cette histoire de canal du flow, donc canal du flux, c'est de réussir à maintenir le joueur dans cette zone-là, qui est une zone équilibrée entre anxiété et ennui. Jamais il n'arrivera vers l'anxiété ou la frustration, jamais il n'arrivera vers l'ennui, et à chaque fois, on réussit à doser la difficulté en fonction du challenge, et inversement. Donc pour revenir maintenant à la définition telle qu'on la voit ici, créer une clarté des objectifs, offrir des indices pour guider les joueurs face aux défis, par exemple des symboles lumineux pour les énigmes dans Tomb Raider. La difficulté doit être ajustable, comme on l'a dit, proposer des options pour s'adapter aux compétences des joueurs, les modes de difficulté.
Et une punition juste, veiller à ce que les échecs soient perçus comme mérités, pour pas qu'on crée encore plus de frustration. Gérer l'anticipation, avoir un teasing progressif, introduire des éléments mystérieux progressivement pour inciter à l'exploration, des indices subtils sur le grand méchant, spoiler alert sur l'image dans Red Dead Redemption 2, avoir un rythme de la narration, alterner moments de calme comme on l'a dit et tension, avoir une manipulation temporelle, jouer avec le temps pour rendre l'attente plus palpitante. Par exemple les événements imminents qui font monter la pression comme dans Resident Evil. On peut utiliser aussi une forme de narration méta, c'est-à-dire des références à la culture populaire, utiliser des éléments extérieurs au jeu pour enrichir l'histoire, par exemple des clins d'œil à la société moderne dans Grand Theft Auto 5, une exploration des concepts philosophiques, intégrer des questions existentielles ou sociales dans l'intrigue, le thème de la liberté dans Bioshock Infinite, avoir des éléments hors du jeu, briser le quatrième mur et inclure des messages implicites ou explicites pour les joueurs, par exemple les messages cachés comme on le voit dans l'image de droite, dans le jeu The Stanley Parable, qui est un jeu totalement méta et qui brise le quatrième mur. Créer des perturbations inattendues, des interruptions inattendues, introduire des événements qui changent brusquement la dynamique du jeu, des coupures dans le gameplay ou des changements d'environnement dans Silent Hill 2, pour surprendre le joueur et pour qu'à aucun moment on ne crée de la monotonie de l'ennui chez lui. Avoir des mécaniques disruptives, modifier les règles en plein jeu pour déstabiliser le joueur, avoir un changement de perspective par exemple ici dans le jeu Inside, avoir des coups de théâtre narratifs, apporter un retournement inattendu dans l'histoire pour réinitialiser l'engagement. Par exemple, on peut le voir sur l'image à droite, une ou plusieurs révélations choquantes dans le jeu Spec Ops The Line. Pourquoi pas raisonner aussi en termes de système de mort permanente? Quelles sont les conséquences d'une mort permanente? Offrir un risque de perdre tout progrès pour intensifier l'investissement émotionnel, par exemple Dark Souls et ses vies limitées. Avoir une dynamique de survie, pousser les joueurs à adopter une stratégie prudente mais aussi à accepter le risque. On peut penser dans le jeu à FTL, Faster Than Light, à la survie en mode permadeath. Et avoir un système de progression, récompenser l'habilité plutôt que la chance pour éviter la frustration. Par exemple, la génération procédurale dans Dead Cells. Pensez au moment créé par le joueur, avoir une création d'événements dynamiques, permettre aux joueurs d'interagir avec l'environnement pour générer des événements, par exemple le dynamisme des combats dans Minecraft. Avoir une mécanique de narration ouverte, encourager les choix du joueur à façonner l'histoire, les décisions morales dans The Witcher 3, avoir un support de création, offrir des outils aux joueurs pour créer et partager leur propre récit, par exemple les éditeurs de niveau dans Little Big Planet qu'on voit sur la droite. Briser l'immersion. Éviter évidemment toute incohérence narrative, éviter les éléments de l'histoire qui ne se relient pas logiquement entre eux. Donc je vous invite encore une fois, si vous ne savez pas pour l'instant écrire de belles histoires, à vous intéresser au programme Scriptonaut qui permet de développer des histoires fortes et cohérentes et engageantes auprès de l'audience. Faire attention au flux dont on vient de parler, éviter des coupures ou changements brusques dans le rythme du gameplay, par exemple des écrans de chargement fréquents dans les jeux comme The Elder Scrolls, avoir des mécaniques non réalistes, intégrer des éléments qui rompent l'immersion comme des comportements d'IA absurdes, comme les IA erratiques, qui sont malheureusement connus dans les premiers Assassin's Creed. Pensez au fantasme de toute puissance, pourquoi pas donner ce que n'a pas le joueur dans la vie de tous les jours, des pouvoirs démesurés, offrir aux joueurs des capacités exceptionnelles, renforcement leur sentiment de toute puissance. Pensez aux super pouvoirs d'un prototype, pourquoi pas aussi au jeu Spider-Man. Avoir une évolution des pouvoirs, faire en sorte que le joueur gagne progressivement en puissance tout au long du jeu. Les améliorations de compétences dans God of War. Donner des sentiments de combat épique, par exemple, concevoir des affrontements où les joueurs se sentent surpuissants par rapport aux adversaires, comme les combats de boss dans Devil May Cry. Avoir des contraintes imposées, des contraintes temporelles, par exemple limiter le temps pour encourager des décisions rapides, par exemple les timers dans Resident Evil. Penser en termes de ressources limitées, restreindre l'accès aux ressources pour forcer une gestion tactique, comme on peut le voir sur la droite ici avec la gestion de l'inventaire dans Resident Evil, où en fait on a un inventaire limité, donc on ne peut pas tout porter sur soi. Avoir une limitation de mouvement, restreindre la mobilité ou les actions du joueur pour créer un défi supplémentaire, par exemple les labyrinthes dans The Legend of Zelda. Penser en termes de biais des coûts irrécupérables. Il y a un investissement émotionnel, c'est-à-dire créer des situations où le joueur ne veut pas abandonner après avoir investi beaucoup. Par exemple, la progression lente mais gratifiante dans Dark Souls. Attention aussi à la récupération après une perte, offrir des moyens de surmonter des échecs sans trop pénaliser le joueur, avec des mécanismes de récupération dans Spelunky comme on voit sur la droite. Et des objectifs persistants,
maintenir des objectifs sur le long terme, incitant le joueur à continuer malgré les échecs, par exemple les quêtes à long terme dans World of Warcraft. Pensez en termes de sessions longues et sessions rapides, créer des mini-sessions de jeu qui soient adaptées à des sessions courtes, avec des objectifs clairs et rapides, par exemple Super Mario Run pour des sessions mobiles rapides, créer des engagements à long terme, concevoir des jeux qui récompensent la progression sur une très longue durée, par exemple The Witcher 3 avec ses longues quêtes secondaires. Encore une fois, l'idée est toujours d'avoir un équilibre entre les deux, trouver un juste milieu permettant de satisfaire les joueurs de courte ou de longue durée. On peut avoir en tête Genshin Impact ou sur la droite, on peut aussi penser à Death Stranding, où plusieurs quêtes secondaires justement se font sur un court terme, donc ça permet de lancer des micro-sessions qui peuvent être lancées en parallèle des quêtes principales. On peut aussi avoir une conception dirigée par la narration, avec une narration immersive, lier les mécaniques du jeu aux éléments narratifs pour renforcer l'immersion, par exemple les choix moraux dans The Walking Dead qui influencent l'histoire. Un progrès narratif par action permettra à l'histoire de se déployer en fonction des actions du joueur. On peut avoir Dishonored en tête, où les actions du joueur influencent l'histoire, et une récompense narrative, offrir des éléments narratifs comme récompense pour la progression, par exemple le déblocage de dialogues cachés ou de scènes spécifiques dans Mass Effect. Faire attention à être en équilibre entre surprise et prévisibilité. On l'a dit, avoir des chocs narratifs, créer des moments où l'inattendu survient pour surprendre le joueur. Par exemple, les révélations majeures dans The Last of Us. Une structuration familière, offrir des éléments que le joueur reconnaît pour rendre le jeu accessible, avec des mécaniques, pourquoi pas, avec des mécaniques de plateforme classiques dans Super Mario Odyssey. Un suspense maîtrisé, mélanger prévisibilité et surprise pour garder le joueur captivé, par exemple des éléments de gameplay imprévisibles dans le jeu Bloodborne. Créer un système moral, on parle aussi de karma, avec des choix moraux décisifs, présenter des dilemmes où le joueur doit choisir entre des valeurs opposées, le choix entre sauver des innocents ou punir des criminels dans Fable, avoir des conséquences durables, c'est ça, quand on parle d'agency, c'est exactement ça, c'est d'avoir un impact sur le monde du jeu. Pardon. Ici, les choix du joueur doivent avoir des répercussions visibles et durables. Changer le destin d'un personnage dans Mass Effect. Si on fait tel choix et que le personnage meurt, il faut que ça reste, qu'il soit mort de façon définitive. Avoir une morale nuancée, éviter la dichotomie bien et mal pour proposer des choix plus complexes et nuancés. Par exemple, la moralité qui est très floue dans le jeu The Witcher 3. En termes de monde consistant et crédible, on en reparlera aussi au moment du level design, on en parle aussi dans le cours écrire pour le jeu vidéo dans le programme Scriptonaut. Utiliser les environnements pour raconter des histoires, c'est très intéressant, c'est même plus fort aussi que des dialogues. Créer des lieux visuellement et fonctionnellement en accord avec le monde du jeu, par exemple des zones post-apo crédibles dans The Last of Us, avoir des règles physiques cohérentes, maintenir une physique de jeu en accord avec l'univers fonctionnel, le poids, la gravité et les interactions environnementales dans Half-Life 2. Et la narration environnementale ici, c'est intégrer des détails, comme je l'ai dit, visuels et sonores, qui enrichissent la cohérence du monde. On peut le voir sur l'image de droite, justement, les messages laissés sur les murs dans BioShock, qui racontent des choses sans qu'il n'y ait de dialogue ou de personnages particuliers. En termes de système et de structuration technique, on peut penser à la génération procédurale. En termes de concept, l'idée ici, c'est de générer des niveaux, des ennemis ou des ressources dynamiques pour renouveler l'expérience. Donc la génération procédurale, c'est que les environnements ne sont pas conçus par des artistes, ils sont générés par des règles algorithmiques et mathématiques qui, en fonction de différents critères, gravité, distance par rapport au soleil, etc., va générer des biomes totalement différents. On peut penser, comme je l'ai dit, à No Man's Sky. En termes d'avantages, c'est une réduction du temps de développement manuel et augmentation de la rejouabilité. C'est aussi utilisé dans le système des donjons dans Hades. En termes de défi, c'est de s'assurer que le contenu généré respecte les objectifs de design et reste cohérent. Donc avoir un équilibre ici dans Minecraft entre la diversité et la qualité dans ce jeu. En termes de système de météo dynamique, l'idée c'est de dynamiser l'environnement par des changements climatiques crédibles, les tempêtes de sable dans Mad Max, il faut que de façon idéale, il faut que ça ait un impact sur les mécaniques de gameplay. Ça va modifier la jouabilité en fonction du climat, glace, pluie, vent. Par exemple, les conditions météo affectent les trajets dans Red Dead Redemption. Par ailleurs, même les vêtements, il faut les changer pour s'adapter au climat.
Avoir une intégration narrative, utiliser le climat comme élément de storytelling, par exemple les pluies persistantes liées à l'ambiance dans Heavy Rain, évidemment. C'est aussi dans le titre. En termes de déclencheurs d'événements, il y a des déclencheurs environnementaux, la réaction des PNJ ou de l'environnement selon des actions spécifiques, par exemple les ennemis qui surgissent après l'ouverture d'une porte dans Doom. En termes de narration interactive, activer des dialogues ou cinématiques en fonction des décisions prises, les changements dans les interactions de Mass Effect, et avoir un design systémique, par exemple créer des événements qui interagissent entre eux pour des situations imprévues, avec le système très intéressant de Nemesis dans la Terre du Milieu Shadow of Mordor, on peut voir à droite. En fait, une fois qu'on a attaqué un boss, si on ne l'a pas tué, il va monter dans la hiérarchie, il y a comme ça une sauvegarde des interactions avec les boss, et qui impacte le gameplay et l'histoire. On peut avoir aussi une conception basée sur la simulation, avec une modélisation des interactions, construire des écosystèmes où les entités interagissent naturellement, par exemple les prédateurs et les proies dans Far Cry Primal. En termes de rétroaction dynamique, permettre aux joueurs de perturber ou de stabiliser le système, par exemple les évolutions de factions dans le jeu Stellaris, et avoir, pourquoi pas, une narration émergente, permettre des histoires non scriptées qui découlent des interactions du joueur avec la simulation, par exemple la survie dans Dwarf Fortress. Penser à des systèmes d'IA évolutifs, par exemple une IA adaptative, modifier les comportements ennemis selon les compétences du joueur, par exemple les difficultés dynamiques dans Resident Evil. Avoir une IA contextuelle, par exemple réagir aux événements spécifiques du joueur, le bruit, le mouvement, par exemple on peut penser au clicker justement dans The Last of Us 2. Et avoir une complexité progressive, introduire des comportements plus stratégiques à mesure que le joueur progresse, par exemple les IA des adversaires dans Halo. Penser en termes de simulation réaliste pour amplifier l'immersion, rendre le monde réaliste grâce à des simulations de gravité, de poids et d'inertie, moteur physique dans Half-Life 2, avoir un puzzle design, intégrer la physique dans la résolution de problèmes, par exemple les mécaniques de gravité dans Portal 2, pourquoi pas. En termes d'interaction dynamique, favoriser des réactions crédibles entre objets et personnages, par exemple on peut le voir sur la droite, la destruction d'environnement dans Battlefield 5. En termes d'arbres de technologie, avoir un développement personnalisé, permettre aux joueurs de choisir des spécialisations, donc les arbres de compétences dans Civilization 6, avoir une progression équilibrée, imposer des compromis stratégiques pour éviter des choix universels, par exemple les classes hybrides dans XCOM 2, avoir une narration implicite, c'est-à-dire refléter les priorités et l'histoire du joueur à travers ses choix, on peut avoir en tête les avancées technologiques dans Stellaris. Créer des systèmes asynchrones avec une certaine flexibilité temporelle, donc permettre aux joueurs de progresser à leur propre rythme. Il y a un gameplay en différé dans Clash of Clans. Créer des interactions sociales, donc encourager la coopération et la compétition entre joueurs déconnectés. L'échange d'actions dans Animal Crossing, dans la série des Animal Crossing. La synchronisation des événements, créer des moments où tous les joueurs convergent, par exemple les événements de guildes dans World of Warcraft. Avoir des systèmes permissifs avec des libertés de choix, proposer plusieurs chemins pour atteindre les objectifs, toujours en termes d'agency, pour que le joueur sente qu'il a un impact sur le monde du jeu. On peut avoir en tête l'approche furtive ou directe dans Deus Ex Human Revolution qu'on voit sur la droite. L'adaptation aux joueurs, récompenser les choix créatifs sans pénaliser l'expérimentation, par exemple les stratégies multiples dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. Favoriser l'expression personnelle, laisser les joueurs définir leur propre style de jeu, par exemple la personnalisation des decks dans Magic, The Gathering. Avoir une exploration par cartographie avec une conception intuitive, orienter les joueurs sans indication explicite à l'aide du design des environnements, encourager la curiosité, donc récompenser les joueurs qui sortent des sentiers battus, et enfin limiter la frustration, baliser subtilement pour éviter que les joueurs se perdent. On en discutera un peu plus spécifiquement dans l'UI, dans le UX design. Donc on peut penser en termes d'interface diégétique pour une immersion totale, donc intégrer les interfaces dans les mondes du jeu pour éviter les interruptions. Donc on peut le voir sur la droite avec les hologrammes et les jauges intégrées du casque du joueur dans Dead Space. Donc ici il n'y a pas de HUD, tout est intégré dans le monde lui-même. Avoir une communication subtile, transmettre des indices par l'environnement au lieu des pop-up intrusifs, et avoir une consistance visuelle, s'assurer que les informations restent cohérentes dans l'univers du jeu. On peut avoir en tête la minimap intégrée à l'équipement dans The Division. Le système de crafting est très intéressant, surtout pour les joueurs de type créatif. Donc l'idée est ici de collecter de la ressource, encourager l'exploration et l'expérimentation, la fabrique de potions et d'armes dans The Witcher 3,
Avoir une progression logique, débloquer des recettes plus complexes en fonction du niveau du joueur, et avoir une utilité variée, s'assurer que le crafting offre un avantage stratégique ou narratif, par exemple la construction de refuges comme on le voit sur la droite dans le jeu Subnautica. En termes de jeu fini ou jeu infini, qu'est-ce que vous souhaitez développer comme jeu? Soit on développe une expérience finie, donc créer des arcs narratifs ou mécaniques claires et satisfaisantes comme une campagne scénarisée dans The Last of Us, ou avoir des expériences infinies. L'idée ici de favoriser la rejouabilité grâce à des systèmes dynamiques, les boucles de gameplay dans Minecraft. Pourquoi pas imaginer, ce qui existe déjà évidemment, mais on peut s'en inspirer, des systèmes hybrides. Donc concilier les deux approches en intégrant des éléments de progression finie dans une trame finie. Par exemple le contenu saisonnier dans Fortnite comme on le voit à droite. En termes de monde persistant, c'est une mécanique très intéressante, c'est d'avoir une temporalité active, maintenir un monde qui évolue même en l'absence du joueur. On peut avoir en tête la croissance des cultures ou activités des PNJ dans Animal Crossing, faire en sorte qu'il y ait un changement influencé, donc intégrer des conséquences durables aux actions du joueur, par exemple les factions qui prennent le contrôle des zones dans Far Cry 2, avoir une immersion évidemment renforcée, créer un univers qui semble vivant et crédible, par exemple avec les simulations de cycle jour-nuit dans Skyrim. Plus particulièrement, on va ici s'intéresser au cas de Death Stranding où il existe un système de collaboration justement entre les joueurs qui est totalement asynchrone, donc les joueurs ne sont pas connectés au même moment, mais ils peuvent collaborer pour franchir certaines zones difficilement accessibles. Créer un système de jeu en parallèle pour une progression indépendante, permettre aux joueurs de contribuer individuellement à un objectif global, par exemple les mécaniques de contribution de guildes dans World of Warcraft, créer un partage d'espace, créer un monde qui est partagé où chaque joueur suit son propre rythme, il y a une coexistence des joueurs dans No Man's Sky. Une fois qu'un joueur a découvert une planète, un autre joueur peut aller sur cette planète-là. En termes d'interaction opportuniste, encourager des moments de coopération spontanée, par exemple l'entraide temporaire, comme on l'a dit tout à l'heure dans Death Stranding. En termes de dynamic level adjustment, c'est-à-dire d'adaptation du level, d'adaptation dynamique par rapport à un niveau, adapter au style du jeu, ajuster les ennemis, les ressources et les obstacles en fonction des actions du joueur. Par exemple, augmenter la difficulté dans Resident Evil 4 si le joueur progresse trop facilement. C'est la fameuse courbe de difficulté. Avoir un équilibrage dynamique, modifier les zones explorables ou les récompenses pour maintenir l'engagement. Par exemple, l'apparition des nouvelles ressources ou des chemins dans Left 4 Dead. Et la narration réactive, faire évoluer l'environnement pour refléter les choix narratifs du joueur. Par exemple, la destruction des zones entières après des décisions majeures dans Mass Effect 3. On va réfléchir enfin à des théories sociales et culturelles du game design. Tout d'abord, la preuve sociale. Qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation par la reconnaissance sociale, dans le sens où les classements, les succès, les trophées montrent les réalisations du joueur. Donc les joueurs sont contents, d'un certain côté, de frimer, tout simplement. On peut avoir les tableaux de score dans Call of Duty. Il y a un effet de communauté, encourager les joueurs à suivre les tendances populaires. Par exemple, les costumes achetés après avoir été vus par d'autres joueurs dans Fortnite 3 créent un engagement viral avec une conception autour de mécaniques que les joueurs veulent partager, par exemple des captures d'écran dans Legend of Zelda. Le système de faction, ça va permettre de créer une loyauté à une faction, ajouter des mécaniques pour renforcer l'appartenance à un groupe, les factions opposées dans World of Warcraft, des personnes qui sont Horde ou Alliance, les conflits intergroupes, dynamiser le gameplay via des rivalités et des alliances temporaires. En termes de progrès en collaboration, lier les objectifs personnels aux réussites collectives de la faction. Pensez à des dynamiques de gameplay soit de type PvP, soit de type PvE, soit de type PvP-VE, en fait, combiner les deux, un équilibre entre les deux. Qu'est-ce que c'est que PvP? C'est un joueur qui joue contre un autre joueur, et le PvE, c'est un joueur qui joue contre un environnement, donc contre une IA. On peut imaginer les deux systèmes combinés. L'idée, c'est d'avoir une coopération forcée opportuniste, intégrer des moments où les joueurs doivent temporairement collaborer. On peut avoir en tête les boss sur Destiny 2. Avoir une tension stratégique, créer des dilemmes où les joueurs doivent choisir entre s'entraider ou se trahir, par exemple dans le jeu The Division et son Dark Zone, et avoir un équilibre entre IA et humain, faire en sorte que l'IA serve à alimenter les interactions PvP, par exemple les défis environnementaux dans Hunt Showdown. Avoir un engagement flexible, on parle aussi de drop-in et drop-out. L'idée, c'est ici d'avoir une flexibilité de l'engagement, donc permettre aux joueurs d'intégrer ou de quitter une session sans perturber l'expérience collective. Donc, on peut penser à l'intégration fluide dans Diablo 3, avoir une synchronisation dynamique, ajuster automatiquement la difficulté ou les objectifs lorsque les joueurs rejoignent ou partent, par exemple la gestion de partie dans Borderlands, et avoir une accessibilité accrue
Donc encourager des sessions courtes ou occasionnelles pour les joueurs ayant peu de temps, par exemple le matchmaking rapide dans Fortnite. Pour aller un peu plus loin, on peut penser en termes de storytelling transmédia, avec une narration multi-support, donc ajouter des récits via des livres, des séries ou des BD qui complètent le jeu. On peut penser à l'univers de Witcher, qui est d'abord une série de romans, puis après qui est devenu un jeu, puis après des bandes dessinées, et enfin une série Netflix. Avoir une cohérence narrative, hein, s'assurer que les différentes histoires se complètent sans confusion, et pour créer, in fine, un engagement profond. L'idée est de permettre aux fans d'explorer l'univers sous différents angles. On va s'intéresser cette fois-ci à des théories propres à des game designers célèbres. Tout d'abord, on va s'intéresser à Hideo Kojima, donc le papa de Metal Gear Solid et de Death Stranding, qui est dans une théorie qui n'a pas été formalisée, hein, mais c'est pour comprendre en fait son style de jeu et comment ils peuvent nous inspirer, nous, pour créer nos propres jeux qui soient des jeux d'intérêt. Donc on peut partir sur l'idée qu'il y a une fusion chez Hideo Kojima entre la narration et le gameplay. Il y a une intégration ludonarrative, l'idée est d'intégrer la narration directement dans les mécaniques de gameplay, comme dans la série de jeux Metal Gear Solid. Par exemple, la scène où le joueur interagit via le codec pour progresser dans l'histoire, où il y a eu l'idée de briser le quatrième mur, justement, dans le premier Metal Gear Solid. L'idée de briser le quatrième mur ici, c'est d'exploiter la conscience du joueur pour enrichir l'immersion, le fameux combat contre Psycho Mantis. Et sa théorie, son utilisation de la théorie de l'homme ludique, hein, donc Homo Ludens, qui est devenu le symbole de son, qui est devenu la mascotte de sa nouvelle boîte de production, Kojima Productions, qui s'appelle Homo Ludens, hein, sa mascotte, comme la théorie de Huizenga. Placer le designer au centre d'une expérience artistique. On peut avoir en tête Death Stranding qui montre une vision unique où le gameplay est un moyen de transmettre des messages profonds, justement sur la connexion humaine, avec son système notamment de gameplay asynchrone. On peut penser à Sid Meier, qui est le papa des jeux de civilisation, qu'on peut résumer à des jeux comme série de choix intéressants. Donc là, on peut parler de théorie des choix significatifs. Chaque décision doit offrir des conséquences importantes et des compromis clairs. Par exemple, gérer la paix ou la guerre dans les jeux civilisation. Récompenser la stratégie, les joueurs doivent être récompensés pour leur capacité à anticiper et planifier. En termes de flux et de rejouabilité, créer une boucle de gameplay qui pousse les joueurs à recommencer pour explorer de nouvelles stratégies. On peut penser à Will Wright, qui se place plutôt dans l'émergence et dans la créativité des joueurs, donc le papa des Sims, le papa des Sims et des SimCity, etc. L'idée ici est que l'autonomie du joueur est très importante, donner aux joueurs les outils pour créer leurs propres expériences, les systèmes de simulation ouverts dans les Sims, avoir une boucle engageante de rétroaction, exploiter les boucles de feedback positifs et négatifs pour maintenir l'intérêt, par exemple gérer l'évolution d'une société dans SimCity, et l'utilisation de la théorie du bac à sable, créer des mondes où les objectifs sont définis par le joueur lui-même. On peut avoir en tête le jeu sport, où les joueurs construisent leurs propres créatures et histoires. Shigeru Miyamoto, papa de Zelda et de Mario, le gameplay avant tout. Tout d'abord, ça se marque par la joie de la découverte. Chaque action du joueur doit susciter émerveillement et curiosité. Par exemple, l'exploration non linéaire dans Breath of the Wild. Avoir une accessibilité par la profondeur, donc concevoir, c'est ce qu'on dit comme le jeu d'échecs, des mécaniques très simples et très profondes en termes de gameplay. Et les sauts et les power-ups dans Mario Bros par exemple. Et le jeu comme conception centrale, les jeux doivent inciter les joueurs à expérimenter, à jouer librement. Par exemple, les interactions physiques dans Wii Sport. On peut avoir en tête aussi Michel Ancel, donc la création des jeux comme exploration de thèmes profonds. On peut voir d'abord le jeu comme exploration narrative et émotionnelle, utiliser les mécaniques de jeu pour créer des expériences qui explorent des thèmes humains profonds comme la nature de la liberté, de l'héroïsme et de la rédemption. Bon, évidemment, je pensais plus à Beyond Good of Evil dont on va parler par la suite, mais on peut aussi penser à Rayman. La simplicité du gameplay masque une exploration de la liberté et de la solidarité, où chaque personnage justement a un rôle essentiel dans l'histoire collective. L'importance de l'immersion par l'environnement, créer des mondes vivants et interactifs où l'environnement devient un personnage à part entière, ce qui va offrir aux joueurs une immersion totale sans avoir besoin de dialogue explicite. Justement, le jeu Beyond Good and Evil, qui vient du titre du livre de Nietzsche, utilise un monde richement détaillé où l'exploration et l'interaction avec l'environnement renforcent la narration et l'engagement émotionnel du joueur. Avoir un équilibre entre gameplay et narration, allier une jouabilité fluide et une narration captivante, où les mécaniques du jeu renforcent le récit et vice-versa.
On peut avoir en tête Rayman Legends aussi, qui va utiliser cet équilibre entre gameplay et narration. Fumito Ueda, le papa de Shadow of the Colossus, de Ico et de The Last Guardian, c'est le minimalisme émotionnel, et on parlera aussi de sa grande théorie principale, qui est la conception par soustraction. On parle de design by subtracting en anglais, qui est très intéressante en termes de conception. L'idée ici, pour Fumito Ueda, technique qu'il a utilisée sur Ico et sur Shadow of the Colossus, c'est de retirer tous les éléments superflus du jeu, toutes les caractéristiques, les features nouvelles, pour se focaliser sur l'expérience principale du joueur. Par exemple, l'absence de dialogue dans Shadow of the Colossus pour renforcer l'immersion, avoir un HUD minimaliste, etc. Créer une empathie par l'interaction, concevoir des mécaniques qui construisent des liens émotionnels, par exemple les interactions entre le joueur et Trico dans The Last Guardian, donc c'est la bête gigantesque mais toute mignonne dans le jeu. Créer une conception atmosphérique, créer des mondes qui suscitent des émotions par leur ambiance, avec une très forte narration environnementale. Ken Levine, qui est le papa de BioShock, avoir un équilibre entre narration interactive et immersion, avec une narration dirigée par le joueur. Les choix des joueurs façonnent directement l'histoire, les décisions justement morales dans BioShock. Avoir une immersion par le world building, concevoir des environnements riches en histoire et en détails, par exemple l'univers dystopique de Rapture. Si vous voulez évidemment être des spécialistes du world building, je vous invite encore une fois à jeter un coup d'œil au programme Scriptonaut et notamment sur le cours world building qui s'appelle Construire un univers. Pensez en termes de dispositifs de cadrage narratif, utiliser des mécaniques pour raconter une histoire au-delà des dialogues, par exemple les journaux audio qui sont un outil narratif non intrusif. On peut penser à Notch, qui s'appelle de son vrai nom Marcus Persson, qui est le papa de Minecraft. L'idée ici d'avoir une simplicité des mécaniques et une créativité sans limite, avec une créativité ici qui va être procédurale, qu'utiliser la génération procédurale pour stimuler l'exploration avec les mondes infinis de Minecraft. Avoir un système centré sur le joueur, donner aux joueurs un contrôle total sur leur environnement avec la construction de structures libres. Avoir un contenu généré par la communauté, permettre aux joueurs de modder et de personnaliser leur expérience. On peut penser aussi à Joseph Fares avec une narration émotionnelle et interactive, c'est-à-dire une immersion par l'interaction. L'interaction doit avoir un impact émotionnel direct sur le joueur à chaque moment clé. L'idée est de véhiculer une émotion forte. On peut penser à The Way Out et Brothers Tales of Two Sons qui utilisent des mécaniques de coopération, on va le voir par la suite, autre spécialité de Joseph Fares, qui renforcent les liens émotionnels entre les personnages et le joueur. Avoir une narration non linéaire, les jeux peuvent proposer des récits non linéaires où les choix des joueurs influencent profondément le développement narratif. Et enfin, l'outil principal de Joseph Fares, c'est le retour du jeu coopératif sur un seul écran comme outil narratif, utiliser la coopération comme outil pour raconter une histoire en stimulant la communication et l'empathie, ce qui est vrai maintenant est devenu très très rare, les jeux multijoueurs sur un seul écran. On peut penser aussi à Genova Shen, qui va réfléchir en termes d'esthétique et d'expérience émotionnelle profonde, qui utilise très souvent la théorie du canal du flow. Donc l'idée est de garder le joueur engagé de façon à ce que jamais il ne s'ennuie, jamais il ne soit frustré. Donc la création d'une expérience qui guide le joueur à travers un voyage émotionnel en maintenant un équilibre subtil entre défi et plaisir. On peut penser à la journée en termes de minimaliste pour une concentration émotionnelle, donc avec un design extrêmement minimaliste, sans HUD, avec des contrôles très simples, mais avec une profondeur dans le gameplay. Avoir une expérience de jeu social et d'expérience partagée. On peut penser aussi à Journey qui permet aux joueurs de coopérer avec des inconnus sans parler, ce qui va créer une forme de connexion sociale, ce qu'il a réutilisé par la suite dans son jeu sur mobile qui s'appelle Sky Children of the Light. On peut aussi penser à Jonathan Blow, papa de Bread et de The Witness, avec une certaine profondeur intellectuelle et une exploration ludique. On peut voir d'abord le puzzle comme une métaphore. Il l'a utilisé évidemment dans The Witness. L'idée ici est d'utiliser les mécaniques de jeu comme des métaphores pour des thèmes profonds, encourageant la réflexion au-delà du gameplay. Le jeu The Witness utilise des puzzles pour aborder des questions philosophiques et existentielles. Chaque puzzle représente une idée plus large et pousse le joueur à réfléchir sur la nature de la perception et de la connaissance. Le défi de l'apprentissage par la découverte, concevoir des jeux où l'apprentissage vient par la découverte et non par
non par l'explication explicite. The Witness ne fournit aucune instruction explicite, les joueurs doivent déduire eux-mêmes les règles du jeu à travers l'exploration et les résolutions de puzzles, avoir une simplicité dans la conception, mais une véritable profondeur dans le gameplay, créer des mécaniques simples mais profondes, qui peuvent être explorées sous différents angles pour révéler des nouvelles couches de gameplay dans le jeu Braid, justement, qui est un de mes jeux préférés en termes de gameplay et de game design. Le temps est manipulé de manière simple, mais offre une profondeur incroyable, et chaque niveau présente des nouveaux éléments de gameplay qui remettent en question la perception du joueur. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.